Très bien, les amis. Bon jeudi à tous. J'ai un autre scoop complètement fou venu de l'intérieur d'Hollywood pour vous aujourd'hui, cette fois concernant Justin Bieber, parce que franchement, que se passe-t-il avec Justin Bieber? La presse s'en donne à cœur joie avec des rumeurs et toutes sortes d'insinuations. Il y aurait des tensions entre Justin et sa femme Hailey, que Justin se droguerait et aussi qu'il aurait vendu tout son catalogue musical parce qu'il serait complètement fauché. Eh bien, j'entends d'autres choses. Je pense que je connais la vérité, les amis, et je vais vous la révéler aujourd'hui. Ça va être un épisode intense. Alors commençons et bienvenue à nouveau sur Candice. Laissez-moi vous dire quelque chose à propos de 2025. Peu importe où vous en êtes, politiquement ou religieusement, mais je vous le dis, en ce moment, l'Esprit Saint est à l'œuvre. Je ne sais pas ce qu'il en est de cette année, mais il est tellement évident que Dieu ne laisse rien passer. Les mensonges ne tiendront pas. Tout ce qui est mal et tous ceux qui sont mauvais sont en train d'être exposés. Donc, si tu es impliqué dans le mal, parie à la baisse dessus, d'accord? Mise sur la bonté. Par où devrais-je commencer avec tout ça? Il y a donc beaucoup de sujets sans lien apparent que nous avons abordés dans cette émission et qui semblent maintenant nous préparer à ce moment précis. Tout est en train de s'entrelacer. Avant tout, laissez-moi préciser tout de suite, dès le début de cette émission, que je ne connais pas Justin Bieber. Je ne connais pas Hailey Bieber. Je n'ai jamais eu de conversation avec l'un ou l'autre d'entre eux. Je ne suis employé ni payé d'aucune manière par l'équipe de relations publiques de Justin Bieber et je ne suis même pas en contact avec l'équipe de relations publiques ou le manager de Justin Bieber. C'est juste pour me protéger de toute personne qui prétendrait que je fais cela parce que quelqu'un me paie. Comment ai-je obtenu ces informations? C'est vraiment une affaire de Dieu. Donc, nous avons abordé quelques thèmes et sujets dans cette émission cette année. Tout d'abord, MKUltra, n'est-ce pas? Ce programme gouvernemental clandestin dont nous savons qu'il a eu lieu ici, en Amérique. C'est indéniable. La plupart des dossiers ont été détruits. Évidemment, si vous faisiez partie du club de lecture, vous êtes déjà tombé dans le terrier du chaos en reconnaissant le pouvoir des médias, le pouvoir des psychiatres, de notre gouvernement. Et notre prochain livre que nous lisons est Hollywood Babylon, comme c'est approprié. Là où tout a commencé, comment ces programmes sont exécutés à Hollywood. Très bien, nous vous avons aussi récemment emmené dans le terrier du lapin pour comprendre ce qui est réellement arrivé à Kanye West, qui se fait maintenant appeler Ye, ce que les médias ont tout simplement ignoré, ça ne les intéressait pas. Le désormais célèbre message texte de son soi-disant entraîneur, Harley Pasternak, juste un coach sportif qui, en réalité, sortait d'un programme militaire où il était autorisé à expérimenter et à administrer des médicaments psychologiques dans ce qui serait l'équivalent du ministère de la Défense canadien, avec des liens vers MKUltra. C'est tout à fait normal. Kanye, tu me menaces, je vais te remettre à l'hôpital. Vous ne vous souviendrez de rien. En gros, il dit « Je vais te faire ce qu'on a plus ou moins fait à Britney Spears ». C'est un cocktail de médicaments et on peut provoquer des troubles mentaux chez les gens. C'est un fait. Si vous avez lu, vous savez que c'est un fait. Ils ont découvert cette capacité dans les années 60. Quoi qu'il en soit, je pense qu'en général, au cours des 3 dernières années, il est clair que, en tant que société, nous apprenons qu'il existe un aspect très sombre aux méthodes psychologiques. Cela semble être le principe du jeu. Les soins psychiatriques, la psychologie, associés aux médias grand public, forment un chemin de destruction bien établi. Que l'on parle du COVID, où il s'agissait d'une psychose de masse qui a saisi toute la société, et où, instantanément, nous avons modifié notre comportement. Ou si l'on parle du ciblage de certains individus comme Britney Spears, Kanye West, ce qui m'amène au sujet d'Hollywood et des enfants stars. À ce propos, Justin Bieber, évidemment, était un exemple idyllique. Sa carrière a commencé il y a bien longtemps, alors qu'il n'était qu'un adorable petit garçon, réalisant des vidéos sur YouTube et partageant son don pour le chant avec le monde entier. Voici un rappel du petit Justin Bieber bébé. Écoutez un peu. Comme des Jordans un samedi, je dois sauter et je ne peux plus attendre maintenant. Et petite chérie, dis que tu tiens à moi, tu sais que je tiens à toi. Tu sais que je serai fidèle, tu sais que je veux, tu sais que j'essaierai d'être tout pour toi. Parce que si je t'ai-toi, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de voiture. Fille, tu es mon cœur et je suis à toi. Il y a quelque chose dans le fait d'entendre un enfant chanter. Ça réchauffe complètement le cœur. Et puis, nous avons découvert qu'il avait aussi un don pour la musique.
Il savait jouer, entre autres instruments, de la guitare, prouvant ainsi qu'il avait vraiment cette passion et cet amour de la musique. Voici un autre petit Bieber chantant I'll Be d'Edwin McCain. Écoutez un peu. On va y arriver, j'en suis certain. Habille-le soigneusement, délicatement, des atours magnifiques et éclatants de l'amour. Je serai captivée, je viserai tendrement tes lèvres au lieu de la potence, préférant leur douceur à la froideur du châtiment. Je ferai la fête d'en haut, célébrant la vie et la chaleur de l'instant. Et partageons ensemble ce moment précieux. Mais avant qu'il y ait un Justin Bieber, faisons juste une petite pause. Il existait le talent d'enfance par excellence. Maintenant, revenons un peu en arrière avec Michael Jackson, d'accord? Parce que vous vous souvenez de sa voix. Il avait quoi, 5, 6 ans? Écoutez un peu, les amis. Je vois déjà des gens dans le chat dire « je pleure ». Je sais, je pleure déjà moi aussi. Et oui, c'est un épisode un peu émouvant parce qu'on oublie à quel point ces personnes étaient jeunes et innocentes. Et puis, ce qui leur arrive une fois qu'ils entrent à Hollywood. Et tu sais quoi, à propos de Michael Jackson, c'est vraiment important. Parce qu'au début de l'année dernière, en août pour être précis, donc juste après qu'on ait commencé la nouvelle émission, l'émission indépendante ici, nous avons présenté ce que je considère en fait comme notre reportage le plus important sur Hollywood et il est pertinent pour l'histoire de Justin Bieber. Nous l'avons présenté parce que c'était l'anniversaire de Michael Jackson, ou ce qui aurait dû être le 66e anniversaire de Michael Jackson. Maintenant, restez avec nous parce que, comme je l'ai dit, c'est pertinent aujourd'hui et nous devons en faire un récapitulatif. À l'époque, nous avons demandé à notre public « De quoi vous souvenez-vous à propos de Michael Jackson ?» Vous ne vous souvenez pas de la voix de l'enfant. Vous vous souvenez que, oui, c'était un chanteur et un artiste incroyablement talentueux qui a fini ruiné, déshonoré et a été mort jeune. Et il y avait ces allégations de pédophilie. Vous vous souvenez aussi qu'il a été accusé d'antisémitisme. Vous vous souvenez qu'il était, Wako Jako. Ce dont vous ne vous souvenez pas, c'est comment exactement une personne qui a été littéralement adorée et aimée par le monde entier pendant 30 ans sous les projecteurs, aimée, adulé, sans la moindre allégation, puis d'un coup, comme ça, a pris un tournant très soudain et sombre. Alors il faut qu'on vous rappelle comment cela s'est passé, du moins si l'on en croit la presse de l'époque. Et je vais simplement laisser cette partie de notre ancien épisode défiler. Alors écoutez, Michael lui-même avait donc été sous les feux de la rampe pendant 30 ans, et il était adoré de tous. Je veux dire, de par sa relation avec la princesse Diana, Michael était omniprésent. Et il était tout simplement convenu qu'il n'y aurait jamais de talent comme le sien, Michael Jackson. Mais en 1993, quelque chose s'est produit, quelque chose de très inhabituel, étant donné que cet homme était constamment sous les feux des projecteurs. C'est en 1993 que la toute première accusation a été portée contre lui. Réalisée par un scénariste du secteur, à la fois scénariste et dentiste nommé Dr. Evan Chandler, qui était basé à Los Angeles. Et il accusait Jackson d'avoir abusé sexuellement de son fils Jordan, âgé de 13 ans. Horrible. Pour comprendre comment cela s'est produit, Jordan a confié à son psychiatre que Jackson l'avait agressé sexuellement. Le LAPD a alors ouvert une enquête criminelle, mais l'enquête n'a en réalité trouvé aucune preuve matérielle contre Jackson et elle a été classée. L'affaire a été close moins d'1 an plus tard. Cela aurait donc dû empêcher les médias d'en parler. Michael Jackson n'était pas coupable, mais nous savons que les médias n'ont jamais laissé les faits les arrêter. Du moment qu'ils s'amusent, ils ont relayé les accusations dans le monde entier, ce qui a poussé Michael Jackson à annuler la seconde partie de sa tournée Dangerous en août de la même année. Il a invoqué des problèmes de santé, des soucis de santé qui découlaient du stress causé par tout ce scandale. Et voulez-vous savoir ce qui a réellement aggravé ce stress? C'est vraiment horrible. Sa sœur, LaToya Jackson, est carrément sortie publiquement en disant « Oui, Michael Jackson est un pédophile ». Mais ensuite, quelque chose d'étrange s'est produit. Elle n'a fourni aucune preuve. Elle n'a même pas rattaché cette déclaration à une histoire.
Et quand les gens l'ont interrogé à ce sujet, vous savez, pourquoi avez-vous dit que votre frère est un pédophile? Elle a admis que c'était son mari qui l'avait forcé à faire cette déclaration. C'est vraiment étrange. Qu'est-ce le mari de LaToya Jackson? Eh bien, voici une photo d'elle avec lui. Je vais vous en dire un peu plus sur lui. Comme le docteur Evan Chandler, cet homme est juif, je vais vous expliquer pourquoi c'est important à mesure que nous approfondirons l'histoire de Michael Jackson. Son mari est un immigré juif russe, d'après ce qu'il est dit. Il s'appelait auparavant Jack Leon Gordon. Et il a ensuite changé de nom et aussi modifié l'endroit où il disait être né. Il affirmait que Las Vegas était son lieu de naissance jusqu'à ce qu'il change de nom en 1981 pour Samuel Isaac Gordon. Et puis, il a de nouveau changé de nom en 1983 pour Clifford William Johnson. Et ensuite, il a déclaré être né à Springfield, dans le Massachusetts. D'accord, tout cela devient vraiment étrange. Pourquoi cette personne change-t-elle autant de fois de nom? Et pourquoi pousse-t-il sa femme à dire que son frère est un pédophile? Enfin, c'est du moins ce qu'a dit LaToya Jackson. Et l'histoire va devenir de plus en plus étrange, ce qui me fait penser que nous devrions peut-être revenir en arrière et réexaminer sa relation, la relation de Michael Jackson avec le jeune Jordan et comment ces allégations sont apparues. Alors faisons cela. Tout d'abord, comment Michael Jackson a-t-il rencontré le petit Jordan Chandler? En fait, c'est un peu comme si les étoiles s'étaient alignées, littéralement les étoiles, l'étoile étant Michael Jackson. Sa voiture est tombée en panne sur le bord de la route et il a appelé la police. Il a dit « Je suis Michael Jackson. Pouvez-vous venir m'aider avec cette voiture, s'il vous plaît? » Et ils ont répondu « Non, en fait, nous ne pouvons pas vous aider avec votre voiture sur le bord de la route. » Et il a passé un tas de coups de fil. Et puis, finalement, quelqu'un est passé en voiture et a pu l'aider. Et cette personne était un propriétaire de Rent a Wreck. Son nom était David Schwartz. David Schwartz ramène alors Michael Jackson, le roi de la pop, vous imaginez ça, à son garage et appelle évidemment sa femme. Et elle s'appelle June Chandler Schwartz. Et il lui dit, littéralement, la personne la plus célèbre du monde est dans notre garage. Tu devrais peut-être venir ici tout de suite. Et devine quoi? June est arrivée très vite et elle a amené son jeune fils Jordan avec elle. Et c'est ainsi que la relation est née. Michael Jackson, alors que tant de fans l'entouraient sur les lieux de l'accident, du garage. Il a commencé à parler à un petit garçon parce qu'il se sentait, je suppose, mal à l'aise avec toute la presse. Ils ont eu une conversation et il a trouvé que la famille était tellement gentille avec lui qu'ils sont devenus de très proches amis. Il voyageait avec Jordan. Il emmenait la mère de Jordan avec lui, les emmenait partout, organisait des soirées pyjama avec Jordan, ainsi qu'avec d'autres jeunes garçons. Évidemment, nous connaissons tous son ranch de Neverland et ce que nous en comprenons. Jusqu'à présent, on pensait simplement que Michael Jackson avait toujours eu le sentiment de ne pas avoir eu d'enfance. Et donc, il s'est toujours senti désolé pour les enfants et voulait qu'ils puissent vivre une vraie enfance, qu'ils aient une expérience authentique. Et il a créé un ranch pour rendre cela possible, comme s'il voulait créer des Disneyland éternels pour les enfants. Puis, des choses ont changé en regardant l'histoire. Ils étaient amis. Les médias adoraient ça et les appelaient la famille adoptive de Michael Jackson. Ils adoraient l'histoire de fond. Et puis, apparemment, le père de ce garçon, Jordan Chandler, et pour être clair, la personne qui a pris Michael Jackson en charge et s'est occupée de sa voiture était le beau-père de Jordan Chandler. Mais son vrai père a commencé à dire « En fait, je n'aime pas sa relation avec Michael Jackson. » Et c'est intéressant parce qu'ensuite, on découvre que malgré le fait que son vrai père, le docteur Evan Chandler, ait fait ses allégations contre Michael Jackson, malgré le fait que l'on apprenne que c'est lui qui a fait cela, Jordan Chandler, juste 1 an plus tard, a décidé de s'émanciper de ses 2 parents. Donc, vous me suivez. Il a 13 ans. Son père biologique porte des accusations à l'âge de 13 ans contre Michael Jackson, le roi de la pop. Et 1 an plus tard, Jordan Chandler entame une procédure pour s'émanciper de ses 2 parents. Au cas où vous ne sauriez pas ce qu'est l'émancipation, c'est essentiellement le fait d'aller devant les tribunaux et de pouvoir dire différentes choses. Vous leur montrez que vous avez un moyen de gagner de l'argent et vous dites « Je ne veux pas. Je ne veux pas être l'enfant de l'un ou l'autre de ses parents. Émancipez-moi littéralement avant que j'aie 18 ans. » Et le juge accorde cela s'il estime qu'il y a suffisamment de preuves pour que vous soyez émancipé. Il a fait cela. Jordan Chandler a fait cela. Et cela pousse à se demander « Comment as-tu pu faire ça à ton père? Je veux dire, c'est un pauvre vieil homme. Ça a dû être une décision vraiment difficile pour le docteur Evan Chandler d'affronter le roi de la pop, tout son pouvoir et tous ses fans, et de dire « Hé, il a molesté mon enfant et ce n'était pas sous ma surveillance. Ma femme s'est remariée.
Il n'aurait même pas dû organiser de soirée pyjama. On pourrait penser que Jordan adorerait son père pour avoir fait cela. Et puis on découvre que, lorsqu'il a eu 16 ans, il a déposé une ordonnance restrictive contre son père parce que ce dernier a essayé de le frapper avec un halter. Attendez, parce que ça va être très important, les gars. Un halter. Donc vous avez ce docteur Evan Chandler, un personnage qui essaye maintenant de frapper son fils Jordan, qui a maintenant 16 ans. Sachant tout ce que son fils avait vécu aux mains du roi de la pop, soi-disant, il décide simplement d'essayer de le frapper avec l'halter. Qu'est-ce qui a bien pu mener à la rupture de leur relation? Je veux dire, ce n'est pas comme si un père aurait pu faire quelque chose comme forcer son fils à dire qu'il avait été agressé par Michael Jackson, si ce n'était pas le cas, n'est-ce pas? Ce n'est pas comme si Evan Chandler, son père biologique, avait drogué son fils Jordan pour lui faire avouer quelque chose, comme s'ils utilisaient ce genre de drogue à Hollywood. Oh mon Dieu, attendez, non, les gars, vous n'allez pas en croire vos oreilles. Oui, Jordan Chandler, le fils, a littéralement été drogué par son père, le dentiste docteur Evan Chandler, pour obtenir une confession. Ceci provient d'un article de l'époque. On peut lire, le 2 août 1993, le dentiste docteur Evan Chandler était en train d'extraire une dent à son propre fils, Jordan. Lorsqu'il a fait quelque chose d'inhabituel sous la supervision d'un anesthésiste présent, le docteur Chandler a injecté à son fils une dose d'amytol sodique, un barbiturique. Bien que dans la culture populaire, il ait parfois été appelé à tort sérum de vérité. Il n'est pas normal d'utiliser de l'amytol sodique pour extraire une dent. En réalité, il s'agit d'un médicament psychologique aux effets sédatifs et hypnotiques. Fin de citation. Evan Chandler, docteur. Evan Chandler, après avoir extorqué ses aveux à son fils en le droguant littéralement, une scène qui rappelle celle d'Harley Pasternak, a ensuite exigé 20 millions de dollars en privé de Michael Jackson pour qu'il ne rende pas l'affaire publique. Il a également emmené son fils chez un psychiatre. Et il a obligé son fils à décrire en détail ce que Jackson lui avait fait, mais pas aux autres garçons présents. Vous savez, la mère de Jordan, June Schwartz, pensait que son ex-mari était fou et savait qu'il mentait. Alors le beau-père de Jordan, celui qui avait initialement pris Michael Jackson en charge, un homme nommé David Schwartz, a décidé de confronter le père biologique et de l'enregistrer en secret. Genre, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi fais-tu ça? Voici cet enregistrement d'Evan Chandler, le dentiste de l'enfer. Cet homme va être humilié au-delà de toute croyance, et je ne crois pas qu'il croira ce qui va arriver. Et au-delà de ses pires cauchemars, c'est un record de plus. Cet avocat que j'ai trouvé, enfin, j'en ai rencontré plusieurs, et j'ai choisi le plus salaud que j'ai pu trouver. Une fois que je passerai ce coup de fil, ce type va simplement détruire tout le monde sur son passage, de toutes les manières sournoises et méchantes possibles, de la façon la plus cruelle qu'il puisse trouver, et je lui ai donné toute autorité pour le faire. Ce sera un massacre. Je n'obtiens pas ce que je veux. Si je vais jusqu'au bout, je gagne gros. J'obtiendrai tout ce que je veux, et ils seront détruits à jamais. Ils seront détruits. June va perdre Jordi. Elle n'aura plus jamais le droit de le voir. C'est un fait, Dave. Est-ce que ça t'aide, Jordi? La carrière de Michael sera terminée. Ça m'est égal. Peu m'importe que mon fils ait aidé ou non. Il s'agit d'argent et de pouvoir. Il a vraiment l'air d'un type bien, d'un très bon père. Encore plus fou d'ailleurs, Evan Chandler, ce père que vous entendez, celui qui a lancé la première accusation contre Michael Jackson, eh bien, il a en quelque sorte été suicidé. Je veux dire, il s'est suicidé en novembre 2009, 5 mois après que Michael Jackson ait fait une overdose. Oui, Evan Chandler. Il s'est tiré une balle dans la tête. Il n'y avait aucun témoin. Il n'y avait pas de mots. Il a été retrouvé par le concierge de son immeuble. D'accord. Maintenant, bien sûr, vous savez, comme moi, et nous nous souvenons tous, il y a eu d'autres accusations contre Michael Jackson. En fait, une explosion de nouvelles accusations est survenue presque 10 ans plus tard, en 2003. Et je dois maintenant vous rappeler ce qui s'est passé en 2003. Je vous promets, tout cela est très pertinent pour Justin Bieber. Tout a commencé pour Michael Jackson en 2003, lorsqu'un garçon nommé Gavin Arvizo a accusé Michael de maltraitance sur mineur, affirmant qu'il avait moins de 14 ans au moment des faits présumés. Le chanteur a alors été inculpé de 7 chefs d'abus sexuels sur mineurs et de 2 chefs d'administration d'une substance intoxicante. De quoi d'autre vous souvenez-vous de cette époque? Nous nous souvenons qu'on nous a dit que Michael Jackson était toxicomane, qu'il avait été enregistré à son insu par son médecin, le médecin qui finirait par le tuer accidentellement.
aux côtés de la sécurité de Didi, la sécurité actuelle. Et dans cet enregistrement, Michael a qualifié les Juifs de sangsues. Ensuite, les médias l'ont qualifié d'antisémite dans le monde entier. On ne l'avait jamais appelé ainsi auparavant. Il a également été révélé que Michael possédait une liste d'ennemis dans laquelle figurait Tommy Mottola. Ouais, aux côtés du rabbin Shmuley. Oui, c'est ça, Rabbi Shmuley. L'illusionniste Uri Geller, l'avocate Gloria Allred. Je veux dire, tout se met en place. C'est tout. Tous ces noms que nous connaissons grâce à son podcast. Il a également cité le procureur de district, Tom Snedden, et Janet Arvizo, la mère d'un autre accusateur de Jackson. Voilà ce dont nous nous souvenons. Voici ce dont vous ne vous souvenez probablement pas. Et encore une fois, nous allons revenir à notre épisode 55. Écoutez bien. Nous ne nous souvenons même pas que Michael Jackson, malgré tous ses gros titres dans les médias et les accusations de pédophilie, a en réalité gagné son procès. Oui, malgré 10 ans d'enquête, aucune preuve n'a jamais réellement été produite. Je vais laisser Ian Carroll, l'un de mes TikTokers préférés, vous l'expliquer. Écoutez bien. Le FBI a enquêté sur Jackson pendant 10 années complètes et ils n'ont présenté aucune preuve de conduite criminelle de la part de Jackson. Les dossiers ont été déclassifiés et vous pouvez les consulter vous-même. Cela inclut une perquisition à son domicile où ils ont confisqué tous les appareils électroniques. Voici leur numéro d'identification que vous verrez. On parle d'ordinateurs, de disques durs, de téléphones portables où ils indiquent la quantité de gigaoctets. Et ensuite, il y a des pages comme celle-ci où ils indiquent l'identifiant des différents appareils et ils disent tous rien. Littéralement, ils disent tous cela. Ils n'ont rien trouvé, mais cela n'a pas empêché la presse de publier des histoires inventées à ce sujet. Des dossiers secrets du FBI ont révélé que Jackson avait payé des millions en argent de silence à des dizaines de garçons qui l'auraient abusé, alors que ces mêmes dossiers du FBI contredisent directement cette affirmation. Eh bien, ça est un fait absolument avéré. Michael Jackson a été acquitté de toutes les charges le 13 juin 2005. Mais bien sûr, malgré le fait qu'un jury l'ait acquitté, malgré le fait que la pop star ait été innocentée devant un tribunal, nous savons que tout cela dépend des médias. Tout dépend de ce que les médias écrivent. Les médias vous disent qui est une personne, que ce soit fondé ou non, qu'ils aient ou non la moindre preuve que la personne est réellement ce qu'ils prétendent. C'est ça, le pouvoir des médias traditionnels. Michael Jackson lui-même affirmait qu'il était en réalité la victime d'une mère et de son fils, des escrocs, ainsi que d'un procureur animé par une vendetta. Mais une vendetta à propos de quoi? Et aussi, quelqu'un peut-il expliquer pourquoi il a décidé, à la fin de sa vie, de devenir antisémite, de devenir un haineux des Juifs? Ah, en fait, oui, Ian Carroll peut aussi expliquer à nouveau cette partie. Écoutez bien. Quand on examine ces allégations ou ces insultes, on se rend compte que, à cause de son testament, qui était probablement faux et déposé juste avant sa mort. Le testament a été signé le 7 juillet à Los Angeles par 3 témoins, mais la famille Jackson a fait remarquer qu'il était à New York ce jour-là et il existe une vidéo qui le prouve. Alors, ils ont changé leur version, mais les témoins l'ont bel et bien vu et c'était simplement à New York. Bref, à cause de ce testament, John Branca a été placé à la tête de sa succession, ce qui comprenait sa valeur nette de 230 millions de dollars, mais surtout sa part de 50% dans Sony ATV, d'une valeur de 750 millions de dollars. Oui, il s'attaquait à Sony. Il s'en prenait à la main qui le nourrissait. Et quand on se penche sur John Branca, en 2003, Jackson a licencié Branca parce qu'il détournait de l'argent des comptes de Jackson. En collusion avec le PDG de Sony Music, Tommy Mottola, et en faisant transiter l'argent par une série de comptes offshore dans les Caraïbes. John Branca est juif et Tommy Mottola l'est aussi. De plus, Tommy Mottola a épousé Mariah Carey à un moment de sa vie alors qu'elle était une toute jeune femme. Lui, c'était un vieil homme. Et il y a d'autres allégations concernant toute cette situation. Vous pouvez faire vos propres recherches. Voilà, vous avez l'essentiel. Michael Jackson s'est attaqué à des personnes très puissantes. Et je ne sais pas pourquoi, mais apparemment, dans son testament, il a voulu tout laisser à ces mêmes personnes très puissantes. Comme Yann l'a mentionné, il s'en est pris à Mottola, Tommy Mottola, une personne très influente dans l'industrie qui, selon Vanity Fair, a des connexions avec la mafia, n'est-ce pas? Donc, on parle de gens qui pourraient vraiment faire du mal. Lorsque vous lirez cet article, je vous conseille d'appeler le dénommé Tommy Boy pour en apprendre davantage sur son histoire. Et en réalité, Michael Jackson parlait ouvertement même des choses que Mottola avait faites
à Mariah Carey. Il a qualifié Tommy Mottola de diable. Comme je l'ai dit, ce n'est pas le genre de personne avec qui vous voulez entrer en guerre. Et en plus de cela, Michael Jackson a eu le courage de dénoncer la façon dont les maisons de disques arnaquent leurs artistes. Il voulait prendre la défense de ces petits gars et dire « Nous ne pouvons plus laisser ce genre de choses se produire. » Écoutez. Les maisons de disques complotent vraiment contre leurs artistes. Ils volent, ils trichent, ils font tout ce qu'ils peuvent, surtout les artistes noirs. Sonny Tommy Mottola. Tommy Mottola est le président de la division disque. C'est un méchant, c'est un raciste. Et il est vraiment très, très, très diabolique. Cet extrait date de 2002, sa déclaration de guerre à l'industrie, à des gens qui l'accusaient de voler et de vendre intentionnellement les artistes. Des gens avec qui il ne voulait plus travailler parce qu'il voulait être un agent libre. Il ne voulait plus rien avoir à faire avec ces gens-là. Et comme l'a dit Yann, il menait cette guerre en privé et il était en train de la gagner. Du moins, il la gagnait devant les tribunaux. Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas le tribunal qui décide des victoires, n'est-ce pas? À ce titre, tout ce qu'il faisait était en réalité vain. Parce qu'aujourd'hui, on se souvient de lui comme de Wacko Jacko, un surnom qui a été inventé pour lui par les médias grand public. Cela lui a vraiment fait du mal. En fait, il s'est assis avec Barbara Walters et a parlé de combien ce surnom l'avait blessé. Écoutez plutôt. Vous ne devriez pas dire que c'est un animal. Il ne devrait pas dire qu'il est Jacko. Je ne suis pas un Jacko. Je suis Jackson. J'ai un cœur et j'ai des sentiments. Je le ressens quand vous me faites ça. Ce n'est pas gentil. Je vois certains d'entre vous dans les commentaires en train de rassembler les morceaux. Pourquoi parle-t-on de Michael Jackson? Et certains d'entre vous réalisent « Ah, d'accord, oui, parce que les attaques de la presse contre Michael Jackson n'étaient en fait pas faites de bonne foi. » Oui, en réalité, ce qui se passait, c'est qu'il reprenait le contrôle de sa propre vie. Et par exemple, Exposé Carole revenait à faire la guerre à Sony et à gagner. Et puis, par chance pour ses dirigeants, Michael Jackson est mort dans des circonstances très mystérieuses. Lorsqu'il a fait une overdose par accident. Oh, totalement un accident, ce médecin. Je suis sûre que c'était un accident. Maintenant, parlons de ce que je sais sur Justin Bieber. Mais avant cela, je vais passer la parole à un sponsor approprié. Parce que, comme nous le savons, Justin Bieber et Andrea Bocelli, toutes ces personnes ont en commun des talents extraordinaires, qui se sont vraiment opposés au mouvement pro-choix. Quand leurs parents ont été invités à les avorter, ils ont choisi de les garder. Parce que lorsqu'une femme fait face à une grossesse non planifiée, elle subit souvent des pressions pour mettre fin à la vie de son enfant. Elle veut faire le bon choix, mais la société et son entourage lui disent que le bébé n'est pas vivant. C'est là que le ministère de Preborn intervient. Preborn et son réseau de cliniques offrent des soins compatissants et bienveillants aux mères, ainsi que le soutien dont elles ont besoin pour les aider à choisir la vie, y compris une échographie gratuite. Lorsqu'une mère entend les battements de cœur de son enfant, elle est 2 fois plus susceptible de choisir la vie. Alors si vous vous considérez comme pro-vie, il est temps de rejoindre Preborn. Ensemble, nous pouvons donner aux femmes le pouvoir de choisir la vie. Valoriser la vérité de la maternité transforme famille et avenir. Une échographie coûte 28 $, 140 $ sauve 5 bébés. En faisant un don mensuel, vous recevrez des histoires et des photos des vies que vous avez aidé à sauver. Pour donner, composez le dièse 250 et dites « bébé ». C'est dièse 250, bébé. Ou donnez en toute sécurité sur preborn.com/Candice. C'est preborn.com/Candice. Je vous rappelle aussi l'existence de The Little Catholic, car il est peut-être temps de renouveler votre collection de bijoux catholiques. Si vous aimez les pièces belles et porteuses de sens, vous devriez découvrir The Little Catholic, le numéro 1 en Amérique pour les bijoux catholiques faits main. The Little Catholic est une entreprise familiale qui crée les plus beaux bijoux catholiques, fabriqués à la main de manière éthique, ici même aux États-Unis. Des médailles miraculeuses et bijoux Sacré-Cœur à leur collection emblématique et brevetée Holy Family Hearts, chaque pièce est conçue pour durer des générations. Réalisée en argent sterling et en or massif 14 carats afin de refléter la beauté de notre foi. Ce que j'aime le plus chez The Little Catholic, c'est leur engagement envers un artisanat éthique. Chaque pièce est conçue pour être portée au quotidien, chérie et transmise. Un rappel constant et tangible de la foi. Avec Pâques qui approche, c'est l'endroit idéal pour trouver un cadeau porteur de sens. Vous pouvez donc vous rendre sur littlecatholic.com et utiliser le code CANDICE25 pour bénéficier de 25% de réduction sur votre commande. C'est littlecatholic.com avec le code promo CANDICE25 pour des bijoux catholiques faits main qui durent.
Vous avez donc sûrement vu une vague similaire de gros titres concernant Justin Bieber. Au fait, je vais vous montrer des gros titres parus rien que ces dernières 48 heures, uniquement dans le Daily Mail. Alors oublions tout le reste. C'est dingue. Daily Mail, c'est 48 dernières heures. Voici quelques gros titres. À l'intérieur, les tentatives désespérées de Kendall et Kylie Jenner pour aider Hailey et Justin Bieber au milieu des rumeurs de séparation. Voici un autre titre. Ce que Selena Gomez a vraiment ressenti face à la poursuite de Justin par Hailey Bieber pendant 10 ans, selon des proches. Alors qu'ils font des révélations choquantes sur les tactiques du mannequin pour séduire le chanteur et affirment que Selena avait compris son jeu. Voici un autre titre. Justin Bieber réagit au fait que sa femme Hailey assiste à un événement sans lui, au milieu des rumeurs de rupture de mariage. Voici un autre titre. Hailey Bieber snobe le tapis rouge des Fashion Trust Awards, pourtant rempli de stars malgré son invitation VIP, alors que des rumeurs de tension avec son mari Justin circulent. Alors, que se passe-t-il là? Ah, vous reconnaissez un fil conducteur. Ils sont en train de vous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce mariage. Et évidemment, ils sont soit grassement payés, soit ils ont une personne très influente qui insiste pour cela. Et d'ailleurs, nous avons juste choisi ces 4-là dans le Daily Mail. C'est ridicule, je veux dire, c'est partout. Et les titres deviennent tellement exagérés que ça en devient presque comique. Je veux dire, il y a une photo d'eux marchant ensemble à Disneyland et ils ne sourient pas parce que personne ne marche comme ça. Et sourient en descendant la rue. Et ils disent, regardez comme il est malheureux dans ce mariage. Regardez comme Justin Bieber est malheureux, n'est-ce pas? Et on m'a dit que le but de cela, c'est qu'ils pensent que la première chose à faire est de briser son système de soutien. Et c'est une méthode courante lorsqu'on mène une campagne de propagande noire. Dans ce genre de campagne, on s'attaque à la famille. Ma famille a vécu cela l'année dernière, donc je connais très bien ce procédé. Nous avons eu des journalistes qui appelaient, essayant de demander aux gens si toute la presse autour de moi perturbait la relation entre mon mari et moi. Et en réalité, c'était tout le contraire. Cela nous a rapprochés plus que nous n'aurions jamais cru possible. Notre mariage était déjà parfait et nous avons atteint un autre niveau parce que nous savions que c'était nous contre le reste du monde. Et je peux vous l'assurer, vous pouvez en être certain, Justin Bieber et Hailey Bieber ne sont pas en crise. Ils sont simplement attaqués. Certaines de ces attaques sont des campagnes payantes, ce que vous voyez. D'autres sont des réactions organiques à ces campagnes payantes. Donc, il y a des gens à qui l'on dit de les cibler et qui sont visés pour s'en prendre à lui et à Hailey Bieber et pour que ce soit sans relâche. D'accord. La personne qui est venue me voir était quelqu'un qui avait une conscience. C'est toujours comme ça que les histoires me parviennent. C'est quelqu'un de l'intérieur qui a une conscience et qui se sent coupable de ce à quoi il participe. Et c'est presque comme, vous savez, ils n'ont pas le sacrement de confession, mais ils ont l'impression que s'ils font quelque chose et qu'ils m'ont présenté des preuves concrètes du fait que cette famille subit une campagne de propagande noire. On me dit, de façon incroyable, que l'agence de relations publiques qui mène tout cela en coulisses, et je vais dire prétendument ici, c'est Stephanie Jones PR. On ne peut pas inventer ça. Celle qui est actuellement impliquée dans le procès avec Justine Baldoni. Je vous ai parlé de cette femme il y a quelque temps, sans avoir la moindre idée qu'elle pourrait être liée à Justin Bieber, que c'est son agence de relations publiques qui mène ses efforts concertés pour s'en prendre à Justin Bieber. Et ils commencent à se rendre compte que si vous commencez simplement à raviver de vieilles querelles, enfin, pourquoi font-ils ça? On dirait que Selena Gomez est passée à autre chose. Elle va se marier, elle fait plein d'interviews avec Benny Blanco, et ils essayent tous de faire croire à Justin Bieber que sa femme est en réalité une harceleuse secrète qui ruine sa vie. C'est le thème qui circule parce qu'ils accusent le fait qu'il se soit marié, qu'il soit revenu vers le Christ et qu'il poursuive ces choses, ces valeurs chrétiennes. Pour eux, c'est une perte de contrôle, d'accord? Je vais vous donner encore quelques faits. Ce qui se passe avec Justin Bieber. On m'a dit que Justin Bieber, tout comme Michael Jackson, mène une guerre contre les dirigeants de l'industrie musicale, sauf que ces dirigeants sont devenus plus malins avec le temps. Il veut quitter Hollywood. Il ne se soucie pas de l'argent. Il veut partir. C'est la même guerre que celle menée par Michael Jackson. C'est la même guerre que celle menée par Ye. Souvenez-vous de Ye qui partait en coup de gueule, parlant de ses contrats qu'il qualifiait de prédateurs, des contrats dont les artistes ne pouvaient pas se libérer, des contrats que les artistes signaient alors qu'ils étaient enfants, sans avoir la moindre idée de ce que cela signifiait. Par exemple, ils n'ont aucune idée que si les choses tournent mal. Ils ne peuvent pas simplement aller devant les tribunaux et régler ces problèmes publiquement. Parce que si le public peut voir ce qui se passe devant les tribunaux et lire les procès, ça change la donne, non?
Parce qu'on peut lire ce que disent Ryan Blake et Justine Baldoni et on se dit, d'accord, il y a un gagnant très clair dans notre imagination, peu importe comment la presse essaie de présenter les choses. Eh bien maintenant, ces contrats sont rédigés de façon à ce que ces artistes et ces podcasteurs soient obligés d'aller en arbitrage. Et bien sûr, si tu es un enfant et que la seule personne qui veille sur toi, c'est ta mère qui t'a eu à 16 ans, et que tu vois le mot arbitrage, tu n'as aucune idée de ce que ça veut dire, ni du contexte dans lequel ça s'inscrit. Ça veut dire que c'est privé. Ça veut dire que tu dois aller rencontrer quelqu'un. Et il y a une seule personne qui décide de ton sort, un seul juge qui détermine qui a raison et qui a tort. Et bien sûr, à Los Angeles et à New York, on découvre de plus en plus que ces juges et ces avocats sont bien souvent soudoyés, n'est-ce pas? Surtout à Hollywood, ils possèdent tout, d'accord? Je parle des agents ou des managers ou des juges ou même des tribunaux. Il n'y a aucune issue pour ces artistes. Et on m'a dit que Justin Bieber est particulièrement torturé en ce moment même lors d'une procédure d'arbitrage. Comme je l'ai dit, ils veulent détruire sa famille. Parce que c'est la raison pour laquelle il a eu la force de s'éloigner. Et en gros, ils pensent que Justin Bieber n'a pas le droit de quitter Hollywood, tout comme Kanye n'a pas eu le droit de quitter Hollywood. Et vous ne comprenez pas la pression que subissent ces personnes lorsqu'elles essaient de révéler ces choses. C'est très sinistre. Je veux être clair. D'après tout ce que j'apprends, avant tout, si vous êtes une personne qui en sait plus sur ce qui se passe en coulisses, sachez que la personne qui est venue me voir avait très peur de nommer les dirigeants impliqués. De la même manière, ils essayent de contrôler chaque aspect de la vie de Justin Bieber, soi-disant. Mais je peux vous dire ce que je comprends. Si vous ne priez pas pour Justin Bieber, vous devriez le faire. Personnellement, j'ai de sérieuses craintes pour Justin et Hailey. Nous avons vu comment cette histoire se termine. Ils doivent quitter Los Angeles. Ils doivent quitter la Californie. Point final. Je pense que Kanye a pris la bonne décision, même si c'était un peu trop tard, même si c'était après que Harley Pachnick l'a envoyé à l'hôpital la première fois. Mais d'après tout ce que nous avons appris dans notre livre Chaos sur la façon dont il contrôle, et même à travers le procès contre Diddy, le bureau du shérif de LA, le bureau du shérif de LA, le département de police de LA, les tribunaux, les juges, comment ils peuvent créer un mensonge médiatique. C'est pour ça que ce livre est si important, parce qu'il montre comment ils peuvent même complètement mentir à propos d'un meurtre, d'accord? Une série de meurtres, comme ceux de Charles Manson, parce qu'ils contrôlent tous les niveaux de Los Angeles. Justine doit partir. Et Justine, si tu regardes, je t'en supplie, toi et Hailey, de vous lever et de déménager ta famille ailleurs que en Californie et à Los Angeles, qu'ils contrôlent totalement. Et si vous regardez ceci et que vous avez des informations internes à ce sujet, si quelqu'un veut me transmettre des documents judiciaires, j'en parlerai. Je m'en fiche, littéralement. J'en ai assez. Comme je l'ai dit, le mal ne peut plus gagner. Vous pouvez me les transmettre, peu importe ce que vous avez. Envoyez vos informations à tipsicandacewens.com si vous êtes une personne comme celle qui m'a transmis cette histoire. Et que vous avez pu prouver que vous aviez un accès privilégié à cette affaire, si vous avez juste la conscience coupable, si vous avez joué un rôle là-dedans, et que vous réalisez en ce moment même que Dieu ne laissera pas passer ça, que Dieu ne tolère tout simplement pas ça. En 2025, vous pourrez partager cette information avec vous. Je protégerai mes sources jusqu'au bout. Et à Justin Bieber, si tu regardes ceci, je veux aussi te dire ceci. Ils peuvent faire tous les contrats qu'ils veulent, absolument tous ceux qu'ils souhaitent, mais la réalité, c'est que ces contrats, même s'ils semblent importants ou même sataniques, ne signifient en réalité rien du tout, parce que Dieu est la force créatrice suprême, et ils ne peuvent pas, en aucune façon, contracter ou s'approprier le talent véritable. En réalité, ils ne peuvent pas contracter le talent. Si la force créatrice vit en toi, si tu es une personne pieuse, c'est la plus grande leçon de mon année passée. Et donc, tu peux tout reconstruire, tout réduire en cendres, les laisser tout prendre, repartir de zéro, d'accord? Tout ce dont tu as besoin, c'est de toi-même. Tu l'as prouvé maintes et maintes fois, un micro et peut-être une guitare suffisent. Et sur cette note, voici un extrait plus récent de Justine chantant la même chanson qu'il chantait quand il était petit garçon, de Edwin McCain. Des mèches fines dans tes yeux, la couleur profonde de ce merveilleux m'empêche de reprendre mon souffle. L'émeraude majestueuse des montagnes qui s'élance fièrement vers le ciel infini sans jamais révéler totalement ses mystérieuses profondeurs cachées. Me dira doucement que nous sommes faits l'un pour l'autre, habille-le soigneusement des atours magnifiques de l'amour.
Le talent, c'est toi, Justin Bieber. Les fans, ce sont tous ces millions de personnes à travers le monde dont tu as conquis le cœur grâce à toi et à ton talent. Et si tu veux, comme tu l'as déjà montré, tu sais. Lance-toi dans cette nouvelle phase de ta vie où il s'agit de la famille et du Christ, alors sache qu'il n'y a absolument rien qui puisse t'arrêter. Parle, tout simplement. Sincèrement, je t'en supplie, oublie les contrats, enfreins-les tous. Nous irons au tribunal avec toi. Parle, tout simplement. Tu as la force de le faire. J'entends qu'ils considèrent cela comme une vocation. À cause de ce qui est arrivé à Michael Jackson, à cause de ce qui est arrivé à Elvis Presley et de ce qui est arrivé à toutes les personnes dans l'industrie qui ont essayé de révéler ce qui s'y passe, c'est-à-dire une industrie montée par une mafia, soutenue par une mafia, et qui l'est encore aujourd'hui. Toujours, de mon point de vue, quand je regarde autour de moi et que je vois comment les choses sont gérées, c'est encore très largement dirigé par une sorte de mafia. Je n'ai aucune raison de croire que cela se soit jamais arrêté, d'après mes propres lectures et ce que j'ai appris ces dernières années. Alors, Justin Bieber, sors de là. Nous sommes avec toi à 100%. Et c'est tout ce que j'ai à dire sur ce sujet. Je vous rappelle, les amis, à propos de 7 Weeks Coffee, puisque nous parlions déjà de Justin Bieber Pro-Vie, c'est approprié. 7 Weeks Coffee est la société de café Pro-Vie d'Amérique qui a pour mission de financer le mouvement Pro-Vie, une tasse de café à la fois. Il s'appelle 7 Weeks Coffee parce qu'à 7 semaines, un bébé a la taille d'un grain de café. Et c'est aussi le moment où un battement de cœur est clairement détecté à l'échographie. C'est pourquoi il donne 10% de chaque vente pour soutenir les centres d'aide aux femmes enceintes à travers le pays. Ils ont récolté plus de 800 000 $ pour ces centres et ont sauvé des milliers de vies. Et je peux vous dire que le café est fantastique. Évidemment, je suis particulièrement exigeante sur ce que je consomme, surtout en ce moment. Leur café est sans moisissure, sans pesticides, cultivé à l'ombre, à faible acidité, et il est issu de l'agriculture biologique. Il coche vraiment toutes les cases. En ce moment, en vous abonnant à 7 Weeks Coffee, vous recevez gratuitement 2 de leurs nouveaux sachets à infusion individuelle. Emportez votre café partout, que vous voyagiez, travailliez ou partiez à l'aventure. Vous pouvez facilement savourer une tasse de café riche et savoureuse en ajoutant de l'eau chaude et en laissant infuser le sachet à emporter pendant quelques minutes. Alors rendez-vous sur 7weekscoffee.com et économisez 15% à vie en vous abonnant. De plus, exclusivement pour mes auditeurs, si vous utilisez le code Candice, vous bénéficierez de 10% de réduction supplémentaire sur votre première commande. Cela fait une économie totale de 25% sur votre première commande. Rendez-vous sur 7weekscoffee.com et utilisez le code Candice dès aujourd'hui. Franchement, comme je l'ai dit, je dois vous avouer que je me sens optimiste. J'ai un bon pressentiment pour cette année. Je ne sais pas vraiment. Le mal ne peut pas gagner. Le problème est plus vite mis au jour. Mensonge. Tout est en train d'être mis au jour. Et j'adhère complètement. Je suis là juste pour ça. Je suis là pour les personnes réellement talentueuses, celles qui veulent faire le bien, celles qui veulent signer des contrats, parce qu'elles ont du sens pour eux, et non parce qu'ils veulent détruire des gens à la fin. Je suis là pour que tous ces gens gagnent. Et je me sens tout simplement bénie, vous savez, et je prierai aussi à 100% pour Justin Bieber et sa famille. Je me sens tout simplement privilégiée d'avoir survécu à l'une de ces campagnes de propagande noire de l'année dernière. Et c'est tout simplement formidable. Et justement, hier, nous parlions un peu de cette maison et de nos habitudes. Femme, Jessica Reed Crouse. Et c'est une autre personne. Ce simple mensonge s'est retourné contre lui très rapidement. Parce que, de toute évidence, je n'ai aucun contact avec qui que ce soit chez Vanity Fair. Et il y a 6 heures, soit ce matin, ils ont publié un titre révélant qu'elle avait complètement menti sur son accès à la Maison-Blanche. Et donc, ces attaques mesquines contre moi, contre Yann Carroll, contre Tucker Carlson, contre les gens qui essaient de dire la vérité chaque jour. Et si nous faisons une erreur, nous admettons que nous nous sommes trompés, parce que nous ne sommes pas là pour mentir. Nous ne sommes pas là pour faire autorité. Nous sommes là pour apprendre avec les gens et leur présenter les preuves de ce que nous sommes, ce qui nous est partagé. Je ne me considère pas, et je sais que Yann Carroll non plus, ni Tucker Carlson, comme étant au-dessus du public. J'ai vraiment l'impression que nous sommes tous au même niveau et que nous voulons simplement savoir ce qui est vrai et ce qui est faux. Et donc, quand on voit ces gens prétentieux qui font semblant d'avoir des accès et qui se présentent comme la nouvelle version de CNN, cette fausse entreprise indépendante et qu'ils se font démasquer, c'est merveilleux. Vanity Fair l'a complètement démasqué, Jessica Reed Crouse, et c'était juste incroyable, vous savez, et ils ont dit que non, en réalité, la Maison-Blanche conteste sa version des faits. Le titre, c'est « Jessica Reed Crouse, blogueuse fan de RFK Jr. prétend être une journaliste officielle. La Maison-Blanche s'en remet. Et dans cet article, il est dit «
Un responsable de la Maison-Blanche a déclaré à Vanity Fair qu'il y a actuellement 1430 laissez-passer permanents actifs, des accréditations permanentes pour les journalistes ayant un accès large et libre à la Maison-Blanche. Croze, bien qu'elle se soit vantée dans une légende sur les réseaux sociaux de sa première semaine officielle, intronisée dans la presse de la Maison-Blanche et s'émerveillant de quel voyage cela va être, était en réalité dans le bâtiment avec un laissez-passer temporaire valable une seule journée. Alors qu'elle se demande auprès de ses abonnés si elle doit débourser pour un appartement à Washington, D.C. Pour son tout nouveau rôle très important, la Maison-Blanche précise que le badge qu'elle tient est destiné à ceux qui ne couvrent pas régulièrement la Maison-Blanche à temps plein. Contactée par Vanity Fair, Croze n'a pas répondu à la question de savoir si elle se trouvait dans le bâtiment avec une accréditation temporaire ou permanente, ni si son accréditation est liée à sa newsletter Substack. Elle n'a pas non plus répondu à la question de savoir si elle se considère comme journaliste ou membre de la presse. Voilà, vous savez tout. La personne qui s'en prend à tout un tas de gens pour avoir dit la vérité semble entretenir une relation, disons, assez fragile avec la vérité. C'est vraiment au cas par cas. De plus, toute cette idée de « je suis une journaliste indépendante », ils l'ont également démontée dans l'article. Ils avèrent des documents de la FS montrant qu'elle a accepté des paiements de l'un des PACs de Kennedy. Et donc, encore une fois, toutes les accusations qui m'ont été adressées simplement parce que je défendais les mamans qui soutiennent RFK Jr. et qui constatent que dès qu'il est arrivé à Washington, il a opéré certains changements. Et nous avons raison de nous poser des questions et de nous interroger sérieusement, car nous nous soucions de cette question de santé. Et le fait que nous soyons manipulés par cette prétendue journaliste qui fait semblant, vous savez, de suivre Trump partout, comme si elle le filmait dans l'ombre, pour finalement découvrir que tout cela n'est qu'une farce totale, et que nous avions raison dans notre analyse, à savoir qu'il s'agit presque d'un trait de personnalité limite, et d'une femme au foyer qui manipule les gens pour qu'ils suivent sa newsletter, prétendant avoir un accès qu'elle n'a certainement pas. C'est ça. Et d'ailleurs, c'est toujours un indice, les gens parlent au-dessus de vous. Sachez-le. C'est un signe d'insécurité profonde. Du genre, je n'ai pas à répondre à cette question. Désolé, je reviens, je suis avec le président Trump. En général, c'est le signe que quelqu'un est extrêmement peu sûr de lui et probablement pas le plus grand défenseur de la vérité au monde. J'en ai juste tellement marre. J'en ai marre d'Hollywood. J'en ai marre de Washington. J'en ai marre des politiciens. On veut juste vivre dans un monde où les gens disent la vérité et aspirent à la bonté. Donc, je vais le dire. J'ai envie de lire vos commentaires. Je meurs d'envie de savoir ce que vous en pensez. Les histoires sur Michael Jackson. Encore une fois, vous devriez regarder l'épisode complet parce qu'on a tout abordé. Et encore une fois, c'est l'épisode 55. Si vous voulez le trouver sur Spotify ou si vous voulez revenir le regarder ici, c'était l'épisode 55, quand on a fait un hommage d'anniversaire à Michael Jackson, parce que je faisais partie de ceux qui y croyaient, qu'il était coupable de quelque chose. Et je ne connaissais pas les subtilités de toutes les personnes qui se sont manifestées, à quel point ces individus étaient partagés, pourquoi ils se sont manifestés et qui étaient derrière leur prise de parole. Et puis tu découvres que le rabbin Shmuley est dans le coup et tu te dis, il y a un truc qui cloche ici. D'accord. Cet homme, s'il est à côté de toi, ce n'est pas bon signe. D'accord. C'est un non immédiat. Non. Bref, avant de lire vos commentaires, je voulais enfin vous parler du financement américain parce que les taux d'intérêt ont baissé. C'est le moment d'en profiter. Beaucoup d'Américains ont du mal à payer les factures. Vous le savez, les œufs, le café, vous payez avec la carte de crédit. Si vous êtes propriétaire, les taux d'intérêt sont à 5%. C'est presque un quart du taux moyen des cartes de crédit. American Financing aide les propriétaires à économiser en moyenne $800 par mois en utilisant la valeur nette de leur maison et en effaçant les dettes à taux d'intérêt élevés. Il n'y a pas de frais initiaux. Les taux des cartes de crédit sont très élevés. Et si vous gardez un solde chaque mois, c'est votre cas. Vous êtes coincé dans un cycle sans fin. Alors libérez-vous dès aujourd'hui en appelant American Financing et voyez combien vous pourriez économiser. Et si vous commencez dès maintenant, vous pourriez même être en mesure de reporter 2 paiements hypothécaires. Alors appelez le 800-795-1210. Encore une fois, ce numéro est le 800-795-1210. Ou rendez-vous sur americanfinancing.net/Owens. C'est americanfinancing.net/Owens. Très bien, passons à la section des commentaires. Vous vous rendez compte, il ne nous reste que 9 épisodes après aujourd'hui. C'est tout? 9 épisodes, c'est tellement triste. Misty écrit, Corey Feldman et Macaulay Culkin ont pris la défense de Michael Jackson. Ces deux-là ont toujours été ouverts sur les abus qu'ils ont subis, mais ont soudainement décidé de protéger Michael.
C'est à ce moment-là que j'ai compris que les accusations étaient douteuses. Oui, Macaulay Culkin, quelle bénédiction, et Corey Feldman pour avoir fait cela malgré l'énorme pression médiatique. Et puis on apprend ce qui se passait en coulisses avec Wade Robson. Et on se rend compte que c'était une véritable campagne de propagande noire. Parce qu'il savait que ça les choquerait tellement, écrit Turnip Health. L'innocence perdue me brise le cœur. Je sais que quand je voyais ces vidéos de lui en train de chanter Justin Bieber chantant quand il était jeune, juste le bonheur et la lumière dans ses yeux, et réaliser ce qu'il traverse aujourd'hui alors qu'il cherche la moindre raison de prétendre qu'il a perdu la tête. Je veux dire, Page Six, tu as même ça, Sky? Montrons même ce que Page Six a publié, c'est ridicule. On le voit rien qu'aux mots et au vocabulaire, non? Justin Bieber part dans une folle diatribe non provoquée contre les paparazzis avides d'argent. Tu ne te soucies pas des gens. Ils essaient toujours de vous faire croire que ces gens sont incontrôlables. Et je vais vous montrer la vidéo. Cette page 6 est obscène. Ils sont tout simplement dégoûtants. Ce sont ceux qui m'ont pris pour cible l'année dernière aussi. Et Sauvage, il est complètement fou, incontrôlable. Voici la vidéo où il demande aux paparazzi de le foutre tranquille, bon sang. Regardez cette vidéo, bien. Maté. Non, pas bonjour. Je le sais déjà. Je le vois déjà. Je le sais déjà. Vous voulez de l'argent? De l'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent. L'argent, dégage, mec, c'est tout ce que vous voulez. Tu ne te soucies de rien. Vous ne voulez que de l'argent. Alors, partez d'ici. De l'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent. De l'argent, de l'argent, dégage. L'argent, c'est tout? L'argent? Tout ce qui vous intéresse, les gars, c'est l'argent. Vous ne vous souciez pas des gens. Rien que l'argent. Rien que l'argent. Non, les gens, vous ne vous souciez pas des êtres humains. Va-t'en. 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 Et j'en parlais avec mon agent de relations publiques, Mitchell, tout à l'heure, et il me disait que c'était un signe révélateur à ce sujet, parce qu'en réalité, l'ère des paparazzis est terminée. Il a dit, donc, chaque fois que tu vois des paparazzis envahir un endroit, c'est parce que quelqu'un les a appelés. Et ce qu'ils font, c'est que s'ils veulent rendre quelqu'un fou, ils vont faire en sorte que quelqu'un suive chacun des faits et gestes de cette personne. Et ensuite, ils appellent des paparazzis pour qu'ils aillent sur place et prennent la photo. Parce que nous ne vivons plus dans les années 2000, où les paparazzis représentaient un secteur d'activité extrêmement lucratif. Parce que les gens n'avaient pas de smartphone ni de caméra et ne pouvaient envoyer les choses que très rapidement, plus vite que les paparazzis n'auraient pu arriver sur place. C'est ce qu'il dit. Ils se le suivent aussi intentionnellement partout parce qu'ils essaient de faire craquer Justin Bieber, ce qui est complètement dingue. Et puis j'ai appris de quelqu'un qu'ils avaient fait la même chose à Britney Spears, allant même jusqu'à demander à quelqu'un, pendant qu'elle était à l'intérieur quelque part, de retirer une pièce de sa voiture pour qu'elle ne démarre pas. Et donc, elle s'est retrouvée coincée alors qu'elle essayait de démarrer sa voiture et tous les paparazzis l'encerclaient. Et c'est comme ça qu'elle a eu cette sorte de crise de nerfs. Ils essaient de faire la même chose à Justin Bieber en ce moment. Et j'ai l'impression qu'on doit être ces guerriers de prière, on doit être ces guerriers dans les commentaires. Quand vous voyez des gens qui contribuent à ça, qui essaient de le pousser à la psychose, on doit être comme une équipe du Christ. On ne va pas laisser ça lui arriver. Ils ne vont pas faire à Justin Bieber ce qu'ils ont fait à Kanye, ce qu'ils ont fait à Britney, ce qu'ils ont fait à Michael Jackson auparavant. Et comme je l'ai dit, la chose la plus effrayante au monde serait s'ils, d'une manière ou d'une autre, le faisaient placer en garde psychiatrique 50 et 1,50, parce que c'est là qu'ils pratiquent ce genre de jujitsu psychologique. Harley Pasternak, il va te donner des médicaments et t'envoyer dans un autre monde pour toujours, et les moments passés avec tes enfants ne seront plus jamais les mêmes. C'est ce que Harley Pasternak a dit dans un message texte. Imagine être tellement sûr de toi et de ta protection que tu ne l'as même pas dit au téléphone, tu lui as envoyé ça par texto. Il a envoyé ce message, regarde ce texto. Je vais t'aider. D'une ou deux façons. Premièrement, toi et moi, on s'assoit et on a une conversation aimante et ouverte, mais tu n'utilises pas de gros mots. Et tout ce qui est discuté est basé sur des faits et pas sur des trucs fous que ce pote idiot à toi t'a raconté ou que tu as vu sur un tweet. Deuxième option, je te fais interner à nouveau, où ils vont te gaver de médicaments et tu retourneras dans un état de zombie pour toujours. Les moments avec les enfants ne seront plus jamais les mêmes. Juste un coach sportif tout à fait normal, les gars. C'est juste moi et mon coach sportif, moi et mon prof de pilates, en train de faire ce qu'on fait. Personne n'a jamais dit ça.
On m'a envoyé vers Kanye, donc je ne lui tournerai jamais le dos, car je sais à quel point Hollywood est maléfique. Je suis enthousiaste pour ceux du club de lecture qui vont lire Hollywood Babylon, car c'est l'origine de l'histoire d'Hollywood. Beaucoup m'ont envoyé des messages disant « Candace, tu sais, l'auteur de ce genre de colère. Il est mort, oui. Mais c'était un sataniste et il faisait partie, oui, je suis au courant de tout ça, il faisait partie du cercle. C'est pour ça que son livre est d'autant plus pertinent. Donc je ne fais pas sa promotion et nous parlerons de lui. Notre prochaine rencontre, je crois, est mardi. Nous parlerons de lui et de son parcours. Et oui, il s'intéressait à l'occultisme et il a produit des films de type occulte satanique. Je sais tout cela, mais c'est justement pour ça qu'il savait. C'est pour ça qu'il savait ce qui se passait à Hollywood. Et c'est pour ça qu'il est important pour nous d'apprendre cela, parce que le livre n'est pas une tentative de nous endoctriner. Il explique simplement, voilà, c'est comme ça qu'on a construit Hollywood. C'est insensé. C'est complètement dingue. La personne suivante écrit « En tant que chrétiens, nous sommes appelés à chasser les démons au nom de Jésus. Prions tous ensemble maintenant par chat. Nous rejetons toutes les manœuvres de l'ennemi qui cherchent à nous détruire et nous naissons en famille au nom de Jésus. Amen. » SJL écrit « Les personnes liées au clan Kardashian sont toujours mises hors d'état de nuire. Je n'oublierai jamais Chris Humphries, Kanye, et la liste est longue. Tu sais, quand Kanye était vraiment dedans, qu'il brûlait tout et disait qu'il voulait être libre. Et avec ça, il y avait beaucoup de paranoïa. Il était chez moi et il m'appelait un hop. J'étais tellement naïve par rapport à tout ça, je ne savais pas de quoi il parlait parce que je n'ai pas grandi à Hollywood, je ne sais pas. Et maintenant, s'il me disait ça, je comprendrais sa paranoïa de penser que tout le monde est un hop. Il disait « tu es probablement un hop ». Et moi, j'étais là « yay ». De quoi tu parles? Genre, de quoi on parle? Et maintenant que je sais ce que je sais. Certaines des choses qu'il m'a dites à propos de la famille Kardashian me trottent encore dans la tête. Et ça me fait penser qu'il y a encore des recherches que je dois faire. Sky Blue écrit « Vas-tu t'intéresser à l'affaire des Idaho Four? » Oui, je sais que c'est hors sujet, mais je n'arrive pas à croire ce que je vois. Ton point de vue serait précieux. Oui, j'ai probablement déjà fait, jusqu'à présent, 6 heures de recherche. C'est vraiment effrayant. Potentielle opération militaire. Je ne sais pas. Je sais que je n'ai jamais cru à la version officielle qu'on nous a donnée. Rien de tout cela n'avait de sens. Et je me demande si d'autres personnes étaient impliquées. Je ne l'ai pas pensé tout de suite. Je ne suis pas tout de suite allée au fond du terrier de cette histoire, même si j'ai exprimé publiquement mon point de vue, que je pensais qu'il y avait quelque chose de très louche et de très sinistre parce qu'il y avait des étudiants impliqués. Et j'ai juste eu le sentiment qu'il était plus approprié de laisser ces familles faire leur deuil. Mais maintenant qu'un peu de temps est passé, et bien sûr, tout en comprenant que vous êtes encore en train de faire votre deuil à ce sujet, nous devons vraiment découvrir la vérité à ce sujet parce que cela s'est produit sur un campus universitaire et que les médias n'ont pas été honnêtes sur d'autres aspects de cette affaire. Et je pense que, je pense qu'il s'est passé quelque chose de très sombre là-bas et que le gouvernement est impliqué. Ils essaient d'en dissimuler une grande partie, ce qui est évident, rien qu'à voir à quel point ils verrouillent les dossiers lors des procès. Astra Luna écrit « Salut Candace, envisagerais-tu un jour de faire une enquête approfondie sur les procès bidons d'Alex Jones? Tu devrais aussi enquêter sur les morts de Chester Bennington et Chris Cornell. » Mon producteur me disait que Chris Cornell était le chanteur principal de Soundgarden et Chester Bennington celui de Linkin Park. Tous deux sont morts par suicide, par pendaison. Oui, comme je vous l'ai dit, j'ai eu une conversation intéressante avec Courtney Love, enfin, je crois que j'en ai parlé au club de lecture. Et elle en sait beaucoup. Je n'en dirai pas plus. Peut-être qu'on s'assiera ensemble et qu'on discutera de tout ce qu'elle sait. Victoria P. Écrit Candice, tu vas nous manquer pendant ton congé de retour. Yann Carroll vous remplacera-t-il? Quand reviendrez-vous? Enseignez-vous sur l'affaire Luigi Mangione. D'accord. Oui. Nous prévoyons qu'Yann Carroll me remplacera à partir de la 2e semaine de mai et il commencera par 3 jours par semaine, pour ne pas trop le submerger d'un coup. J'espère pouvoir passer de temps en temps pour faire quelques épisodes en duo avec lui. Mais oui, je pense que c'est la personne idéale pour me remplacer, car je me rends compte que nous nous intéressons au même sujet. Et je pense simplement que c'est une excellente façon de poursuivre et d'amener les gens à réfléchir. Nous ferons cela. Et enfin, Luke Casely dit « Merci Candace de veiller à ce que nous restions informés avec des faits. » C'est pour ça que je suis là. Et tu sais pourquoi? Parce que je sais qu'à terme, si nous commençons à partager la vérité, cela devient un jeu de taupe. Alors, ils ne peuvent pas tous nous gérer. Quand nous devenons tous des guerriers de la vérité, c'est fini pour eux. Alors, les gens disent « Oh, Candace, as-tu peur? » Évidemment, je comprends à quel point ces gens sont sinistres et maléfiques. C'est moi qui vous dis quel livre lire pour comprendre à quel point tout cela est profond, tordu et occulte. Mais nous devons avoir la foi, et j'ai la foi, et je connais la puissance de la vérité lorsqu'elle est dite instantanément.
Comme Yann l'a dit lors de notre épisode commun, les mensonges doivent être répétés, 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 encore et encore pour être crus, d'où l'inondation massive des gros titres. C'est un pédophile. C'est un pédophile, 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 pédophile. Ces gens deviennent fous, 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 fous. Son mariage va mal, 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 mal. Et tu entends la vérité. Tu l'entends une seule fois. Tu regardes cet épisode et tu te dis « Je sais ce que je vois ». Je n'ai pas besoin de 1000 épisodes pour te dire que Justin Bieber est attaqué, qu'il subit une attaque spirituelle. Tu sais que ce que je dis est vrai rien qu'en regardant cet épisode. C'est comme ça que la vérité frappe face à un mensonge. Elle n'a pas d'égal. Un mensonge ne fait pas le poids face à la vérité, même si parfois la vérité met un peu plus de temps à se faire entendre. Enfin, les amis, je vous rappelle que nous avons des produits dérivés sur le site. Évidemment, si vous voulez soutenir l'émission, je porte un hoodie, un sweat, en fait un col rond. Mais nous avons maintenant notre T-shirt Make Him a Sandwich, qui est disponible dans des couleurs plus foncées. Nos casquettes sont de retour en stock. Vous adorez la collection antiféministe. Et donc, nous avons réapprovisionné tout parce que tout était en rupture de stock, ce qui me réjouit vraiment. Et encore une fois, pour le prochain club de lecture, nous commencerons l'introduction de Hollywood Babylon, nous terminerons Chaos et commencerons l'introduction de Hollywood Babylon. C'est le moment parfait pour faire le lien avec Justin Bieber et tout ce dont nous avons parlé. Je suis super enthousiaste. On se retrouve donc mardi 15 avril pour ça. Donc le prochain, c'est mardi prochain. Très bien, les amis, je vous aime pour toujours. Et on ne se verra pas demain parce que je prends mes vendredis de congé pour simplement être une femme enceinte. Mais on se retrouve lundi.